Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Je vous propose de mettre vos casques parce que ça y est, je fais des gestes. C'est reparti pour une heure de table ronde. Voilà, merci d'être avec nous cet après-midi sur Energaia et bienvenue sur cette table ronde dédiée à la question du repowering dans le photovoltaïque. Repowering, rééquipement en français dans le texte. Alors après l'éolien, l'heure est donc venue pour le solaire de se poser la question de la seconde vie de ces parcs. Rappelez-vous, 2006, c'est le début de la diffusion massive du photovoltaïque en France grâce au système de l'obligation d'achat du kilowattheure solaire à un prix garanti par l'État, un prix qui rend enfin les investissements dans le solaire raccordés au réseau viables, voire rentables. D'abord les toitures, donc, 2006, puis début des années 2010, les centrales au sol, à travers cette fois le système des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Bientôt 20 ans et la fin des contrats en obligation d'achat pour les premières toitures. L'échéance est dans 5 ans pour les premières centrales au sol et déjà on voit des remplacements de matériel plus ou moins conséquents. C'est un marché émergent qui génère déjà des emplois et qui pourrait amener des gigawatts supplémentaires en France et en Europe sans foncier supplémentaire grâce à une meilleure productivité des modules pour une même surface. Alors avec nos invités, nous ferons le point sur la définition même de ce repowering, avec les témoignages aussi d'entreprises déjà en pointe sur le sujet. Nous essaierons de faire le tour des questions qui se posent d'un point de vue technique, réglementaire. Il y aura 2 séquences. D'abord un tour de table rapide avec nos intervenants, puis nous ferons table ouverte avec vous pour une discussion. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos questions en flashant le QR code qui est là à côté de l'écran, qui envoie sur cette tablette que j'ai ici. Et puis à la fin, si on est bon au niveau du timing, on aura aussi un petit jeu de questions-réponses avec un vrai micro à l'ancienne. Voilà, pour ceux qui préfèrent. Donc j'invite à me rejoindre tout de suite Antoine Laforgue, qui est le directeur général de l'entreprise Fidji, qui prend le relais au pied levé de son président Harold Darras. Merci à vous Antoine d'être venu rapidement auprès de nous. Alain Conrad qui est le directeur d'exploitation maintenance de l'entreprise Luxel, Hélène Meigne qui est avocate et Jean-Baptiste Tuste qui est le responsable repowering et revamping. Il nous dira c'est quoi la différence de l'entreprise Beiva. Bonjour à vous quatre et merci par avance de nous éclairer sur cette question. On va commencer avec vous Hélène Meigne. Vous êtes donc avocate inscrite au barreau de Montpellier et depuis 5 ans, vous travaillez autour du droit de l'énergie, ce qui inclut les questions liées à l'urbanisme ou encore les aspects tarifaires du type obligation d'achat garantie. Éolien, stockage, photovoltaïque, voilà vos domaines d'excellence. C'est complet. Mais... C'est bon, j'ai tout bon encore pour le moment, je touche du bois. Vos clients sont des développeurs d'énergie renouvelable, mais aussi des banques pour lesquelles vous accompagnez les audits financiers des projets. Vous intervenez aussi sur des dossiers contentieux. Ça arrive. Depuis peu, vous êtes penché sur ce sujet émergent, le repowering pour les centrales photovoltaïques. En les analysant de votre œil de juriste, quels enseignements en tirez-vous? Et pour commencer, est-ce qu'une définition se dégage pour distinguer donc le repowering, rééquipement, d'une action de maintenance un peu musclée. C'est ça le revamping peut-être, une opération de maintenance plus musclée, voilà, on est raccord. Quel cadre réglementaire, voilà. Posez-nous un peu ce que vous avez compris des limites, des définitions autour de ces notions-là. Alors justement, pour revenir sur ces notions, effectivement, on utilise souvent repowering, renouvellement, revamping, sauf qu'on est plus sur des notions qui sont finalement économiques, pratiques que juridiques. Donc finalement, juridiquement, moi, j'ai pas vraiment de définition claire, de distinction de à quel moment on parle de repowering, à quel moment on parle de maintenance lourde. Je pense les autres interlocuteurs pourront le dire peut-être mieux que moi, mais on parle généralement de repowering quand on a une idée d'augmentation de la puissance, sauf que finalement sur des parcs solaires d'un point de vue réglementaire, quelque part peu importe l'augmentation de la puissance, c'est pas forcément un critère auquel s'attache vraiment l'État ou dans l'instruction des autorisations d'urbanisme en tout cas. Donc on n'a pas de définition claire. Dans les textes, on retrouve la notion de rééquipement
qui, je crois, n'est utilisé que dans certains textes, mais qu'on utilise très peu, nous, oralement, pour parler du sujet. C'est pas, ça parle moins que le repowering, mais on n'a pas de définition juridique très claire là-dessus. Au niveau des autorisations d'urbanisme, quelles sont les obligations quand on veut faire un rééquipement de centrales photovoltaïques et peut-être qu'est-ce qui distingue, parce qu'on a beaucoup parlé de repowering dans l'éolien, ça c'est en train de s'installer véritablement, là c'est en train de débarquer. En tant qu'avocate, qu'est-ce qu'on voit de différent? Alors pour le repowering éolien, on a plus de recul et le cadre juridique est peut-être plus simple, en tout cas mieux établi, mieux cadré. Déjà, on a eu des instructions du gouvernement qui permettaient de distinguer, en tout cas de donner des critères au titre de l'instruction entre qu'est-ce qui est une modification substantielle, notable. Mais c'est surtout que l'éolien, ça s'inscrit dans le cadre d'une autorisation qu'on dit une autorisation environnementale qui a vocation à régir tant la construction que l'exploitation et la durée de vie du projet. Donc dans ce cadre-là, si on change une pale, un rotor, qu'on augmente une taille de mât, ce genre de choses, on s'inscrit dans le cadre d'une autorisation qui existe déjà, on fait un porté à connaissance auprès de l'administration et Porter à connaissance? c'est voilà, c'est un Ça, document qu'on oui. doit donner à l'administration pour toutes les autorisations du Code de l'environnement lorsqu'on modifie un projet, de sorte que l'administration a connaissance de cette modification et peut décider d'ajouter des prescriptions complémentaires si elle trouve qu'il y a des risques accrus à prendre en compte et donc il peut y avoir un arrêté complémentaire de prescription. Donc là, on est dans l'éolien sur la durée de vie du projet. Par contre, en solaire, on en a quelques-unes à la marge, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais généralement, l'autorisation principale, c'est une autorisation d'urbanisme. Et l'autorisation d'urbanisme, c'est vous avez le droit de construire votre parc. C'est un peu du one-shot pour la construction, mais ça n'a pas vocation à régir la vie du parc dans la durée. Et donc, à partir du moment où on essaie de changer quelque chose, on ne sait pas forcément dans quel cadre on s'inscrit. Alors, si on est sur de la toiture, un petit peu comme si vous changez votre Velux, vous êtes censé déposer une déclaration préalable, vous changez vos panneaux solaires, on tombe de manière assez évidente dans ce même cadre. Mais pour des parcs solaires au sol, les choses sont pas si claires. Tout ce que vous avez vu, c'est des fois des permis de construire carrément. Parfois, il faudrait tout reposer depuis le début. Et Mais donc, alors qui décide pour le moment? alors pour le moment, je pense qu'il y a une période où en plus on a assez peu de recul, il y a peu d'indications, donc on ne peut pas se passer d'un dialogue avec les DDT, donc c'est les directions au niveau des départs des préfectures qui instruisent les parcs solaires au sol. C'est ce que vous conseillez Et d'aller les voir quand même? je pense qu'on ne peut pas se passer d'aller les voir, surtout sur des gros parcs au sol, parce que en fait, va y avoir le moment où soit on considère qu'on peut se passer de permis, mais il vaut mieux que quelqu'un les dit par écrit, parce que sinon aucune banque va vous prêter un financement pour un rééquipement total de parc sans une nouvelle autorisation d'urbanisme. Il faut quand même avoir quelqu'un qui est garanti qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation, soit parfois déposer un nouveau permis. Alors là où ça va être difficile la distinction, c'est on va pouvoir se dire finalement moi je remplace que quelques panneaux, je touche pas forcément à la structure, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Mais sur des rééquipements complets de parc au sol, va souvent y avoir aussi l'idée de on va augmenter la puissance, donc il faut un nouveau poste de livraison, ça nécessite une nouvelle autorisation. On va ajouter un peu de stockage parce que c'est à la mode, ça nécessite des nouvelles autorisations. C'est à la mode ou c'est nécessaire, mais bon, Voilà. ça on verra. Pardon. Mais en tout cas, on va c'est assez rare, je pense, en pratique, mais ça, c'est les autres pourront peut-être le dire de manière plus concrète, mais c'est assez rare de toucher à si peu de choses qu'on peut se passer de l'administration ou de les mettre dans la boucle. Merci à vous, on y reviendra un peu plus tard. Donc Alain Conrad, c'est à vous maintenant. Vous êtes le directeur, directeur exploitation et maintenance de Luxel, donc une entreprise créée il y a 17 ans. Vous êtes un ancien maintenant, une ancienne entreprise dont le siège est à Montpellier et qui a intégré il y a quelques années déjà le groupe EDF via sa filiale renouvelable, désormais baptisée EDF Power Solutions. Luxel est historiquement parmi les premiers opérateurs français à avoir développé des centrales au sol au début des années 2010. Et le repowering de ces centrales n'est pas encore d'actualité, vous nous en parlerez peut-être, mais nous voulions recueillir votre retour d'expérience sur un cas, on va le dire déjà, très particulier. Voilà. On va raconter brièvement, il y a moins de 2 ans, vous avez coordonné ce qui est sans doute l'un des tout premiers repowering d'ampleur pour une centrale photovoltaïque en France. Ça se passe
à Laffitte sur Lot, Dans le Lot-et-Garonne, tout à fait. comme son nom l'indique. Au départ, vous y aviez un rôle d'exploitant mainteneur sur cette centrale de 7,8 MW. Alors depuis, on a augmenté encore les puissances, mais à l'époque, voilà, déjà c'était pas mal, puisque c'était dans les premiers. Et la détection, elle a été mise en service en 2013, hein, voilà, c'est ça, 2013. Détection des défauts d'isolement intervenus 5 ans plus tard seulement. Ouais. Expliquez-nous la suite, ce qui a conduit progressivement à la décision de presque tout remplacer et comment ça s'est passé concrètement. Ok. Peut-être juste un petit mot sur Luxel, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Luxel, effectivement, on a été créé en 2008, on est basé à Montpellier, on intervient sur tout le territoire français. En quelques chiffres, c'est 2 gigawatts de pipe en développement, 350 mégawatts de projets en cours de construction et un peu plus de 500 mégawatts de projets en exploitation et maintenance. 2 tiers de ces 500 mégawatts sont des sites propres à Luxel. 1 tiers de ces 500 mégawatts sont encore des projets qui ne nous appartiennent pas, mais Pour compte de tiers, pour compte de tiers, tout à fait. c'est le cas de celui-là. Et c'est le cas de celui-ci. Ouais. Donc voilà, pour situer un peu le contexte. Comme vous le disiez, effectivement, ce site a été mis en service en 2013, le 12 décembre, donc on est quasiment aux 12 ans de la centrale. Au bout de quelques années, effectivement, on voit apparaître des défauts d'isolement, mais comme on peut en avoir d'autres sur d'autres Donc centrales. concrètement, des taches noires qui apparaissent en bordure. En fait, c'est essentiellement des onduleurs qui vont s'arrêter, D'accord. qui vont détecter le seuil d'isolement est trop faible. Et donc l'onduleur s'arrête. Généralement, ça vient de câblage d'essai. Là, on a quand même assez rapidement vu que ça venait pas forcément des câblages d'essai, mais que ça venait des panneaux solaires eux-mêmes. Et donc c'est quelque chose qui se fait assez progressivement. On n'imagine pas tout de suite qu'on va faire un repowering. Il y a pas mal de mois qui passent. L'été, souvent, ça va mieux. On n'a pas de défaut d'isolement. Et chaque hiver, il y a de plus en plus de défauts qui apparaissent. On fait des investigations, on fait de multiples mesures à différents endroits de la centrale. On fait des observations, donc des noircissements de métallisation qui commencent à apparaître. On essaye d'en parler aux clients. Il y a quelque chose qui ne va pas sur votre centrale. Il faut envisager quelque chose d'assez lourd pour qu'ils nous soutiennent aussi dans la discussion avec le fabricant de panneaux, qu'il faut arriver à alerter. Et surtout, on veut qu'ils prennent en charge et qu'ils interviennent avec nous sur le diagnostic. Et puis on continue comme ça, on envoie des panneaux dans des laboratoires un peu plus spécialisés qui font des analyses assez pointues. Il y a quand même une multitude maintenant aujourd'hui de technologies qui permettent de spectroscopie, microscopie électronique à balayage, etc. Et on a à ce moment-là constaté que la face arrière des panneaux en fait n'était pas hermétique. Il y a des micro-craques et des micro-fissures qui laissent pénétrer l'humidité. Les métallisations se corrodent, donc c'est pour ça le noircissement de cette métallisation. L'onduleur détecte un défaut à la terre et s'arrête. Donc c'est un processus qui a pris pas mal de temps, plusieurs mois, plusieurs années. Le fabricant de modules, au bout d'un moment, est d'accord qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il envoie ses propres équipes. D'abord, il propose un remplacement partiel, uniquement les panneaux qui sont vraiment très affectés. Donc on a toute une classification avec des numéros de série. Sur 32 000 panneaux, on peut imaginer ce que ça peut donner comme étude, comme analyse compliquée. Et puis, le dénouement, ça a été jusqu'à ce qu'on arrive à la décision de OK, on remplace tout, les 32 000 panneaux, il faut les remplacer parce que tôt ou tard, ils seront concernés par le défaut d'isolement. De cette expérience, qu'est-ce que vous retenez pour vos propres installations, les installations que vous avez en propre? Est-ce qu'il y a des points d'alerte du coup par rapport à cette notion de je passe du simple changement de quelques panneaux sur une ligne à là il faut y aller plus fort? On peut parler de repowering. Qu'est-ce que vous en retenez? Nous, ça a été plutôt un soulagement d'apprendre qu'ils allaient tout remplacer parce que c'est vrai que les défauts étaient tellement présents un peu partout sur le site. Les interventions étaient multiples, on n'en sortait plus. Et du coup, prendre cette décision de remplacer l'entièreté des panneaux, ça a été plutôt vécu comme une bonne chose.
Et ce n'était pas forcément nos équipes après qui intervenaient. On est passé par des sociétés spécialisées qui ont l'habitude plutôt des chantiers, de la construction et de remplacements à grande ampleur. Ok, merci à vous. Donc la parole revient maintenant à Antoine Laforgue. Donc vous êtes bien le directeur général de Fidji. Encore une fois, merci de prendre au pied levé le relais de votre président Harold Darras qui a eu un empêchement. Donc Fidji, c'est une entreprise indépendante dont le siège est à Paris, qui a 10 ans déjà aussi, une entreprise qui a de l'ancienneté. Et votre axe de départ, duquel je pense que vous n'avez pas dévié, c'est l'optimisation de centrales photovoltaïques existantes. Vous avez commencé par les toitures, et notamment celle des agriculteurs. Ça reste d'ailleurs un point essentiel pour vous. Vous avez publié, j'ai vu, un livre blanc avec nos confrères de la France agricole, sauf erreur. Mais vous travaillez aussi sur le repowering des centrales au sol. Et pour compléter, même si ce n'est pas le sujet du tout de cette table ronde, vous avez également développé une offre de panneaux pour l'agrivoltaïsme. Vous allez nous parler de vos solutions pour le repowering. Mais moi j'avais une question. Qu'est-ce qui justifie qu'on passe du remplacement sporadique d'équipements justement à cette notion de repowering qui laisse entendre un changement complet? C'est quoi le niveau? Alors je pense que Alain a répondu. C'est que, oui, déjà je commence juste par introduire Fidji. Effectivement, nous on est une société spécialisée dans le repowering. On a fait plus de 400 projets de repowering en France aujourd'hui, principalement auprès des agriculteurs, donc en toiture et effectivement aussi centrale au sol. Et pour reprendre votre question, je pense que c'est exactement ce que vous avez décrit, c'est quand on constate des dégradations des performances qui sont à un moment trop importantes et qui posent aussi des questions de sécurité, qu'on se dit là c'est le moment de bascule, il faut envisager un repowering. Et moi je pense que c'est aussi une opportunité, et on va peut-être en parler un peu plus tard, mais c'est un moyen de développer la production d'énergie renouvelable de manière simple, économique et sans prendre plus d'emprise sur le foncier, sur les toitures. Ce qu'on voit d'ailleurs dans le petit diagramme, puisque vous avez des solutions donc digitales, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous pouvez donner quand même quelques points clés de comment vous travaillez justement. Mais là on le voit là pour le coup ça représente une toiture, mais on peut imaginer que si on était au sol, ça serait pareil, hein. C'est le petit rectangle à gauche avec du bleu et de l'orange, où on peut avec une même surface vraiment, je ne sais pas si c'est multiplié par je ne sais pas combien la puissance. Oui, alors je pense que le grand principe qu'il faut avoir en tête, c'est que les panneaux d'aujourd'hui sont bien plus performants que les panneaux d'il y a 10 ans, 15 ans. Au sens où ils produisent plus d'électricité au mètre carré que les anciens panneaux. Donc, quand on est passé de combien à combien là, dans ce que vous avez sous la main? Alors je vais parler en gain de surface. On gagne par rapport à il y a 10 ans 30-35% de surface. Peut-être même un peu plus parfois, ça dépend de vraiment quels étaient les panneaux initiaux, mais c'est vraiment de cet ordre-là. Donc quand on va faire un remplacement de la centrale à puissance identique, voire 10%, parce qu'on peut augmenter dans le cadre du repowering la puissance initiale de 10%. Par rapport au raccordement, hein, par rapport à Enedis. Voilà, et par rapport au contrat initial avec EDF. Il va rester de l'espace disponible. Et cet espace disponible, on peut l'utiliser pour construire une nouvelle centrale. Et donc, si on parle de puissance totale, on va pouvoir augmenter la puissance totale de près de 50%. Donc, c'est un gisement, quand on parle d'un peu de nouvelle vie et de la suite du marché du solaire, c'est vraiment un gisement de production solaire supplémentaire sans emprise supplémentaire sur le foncier. Ce qu'on voit là, par exemple, qui est schématisé. Donc oui. Là, voilà, en 2 mots, comment vous travaillez justement? Alors, nous, on travaille beaucoup avec les mainteneurs. Donc, c'est un peu, vous êtes en charge de la maintenance, donc vous voyez les défauts arriver. Donc, on a des signaux qui nous sont amenés par les mainteneurs. Ensuite, on a nos propres outils d'analyse. Là, ce que vous montrez, c'est un outil qu'on appelle eScore qui permet d'analyser la performance réelle des centrales par rapport à sa performance théorique et qui permet aussi de projeter
quelle va être la production dans le futur si on ne fait rien. Donc on a On voit les pertes à venir, quoi, on finalement. voit les pertes à Et venir. on voit à quel moment les courbes se croisent, c'est ça? Exactement. Et puis Ouais. on simule et on dit, ben voilà, si vous faites un repowering maintenant, qu'est-ce que vous allez gagner? Donc il y a un gain contractuel qui est le plus 10%, mais il y a aussi le rattrapage de la dégradation même normale des panneaux, et puis il y a le rattrapage de la dégradation anormale, ce qui fait que le gain, il est facilement 25-30% d'un seul coup, en restant sur la même, je parle même là juste de la puissance initiale. Et après, vous pouvez encore rajouter à nouveau une nouvelle centrale sur l'espace libéré. Et donc pour vous répondre comment on travaille, donc on travaille avec ces mainteneurs, on détecte les défauts, on va faire des audits des centrales, on fait des études, donc on va essayer de dessiner la nouvelle centrale, et puis ensuite on fait un projet complet. Je pense que Hélène disait tout à l'heure, bon, il y a quand même des enjeux juridiques, donc il faut accompagner aussi nos clients qui sont pas souvent Des professionnels de l'énergie. Voilà, c'est ça. Donc nous, on les accompagne aussi dans l'ensemble du projet. Et donc à la fois du point de vue juridique, contractuel avec le DFOA, urbanisme, le matériel. Donc pour optimiser les puissances, il faut choisir les bons matériaux. Il faut essayer de prendre des matériaux qui vont moins se dégrader, qui vont produire plus. Et puis il faut coordonner des corps de métier pour réaliser un chantier de repowering qui peut être un chantier plus complexe en fait qu'un chantier de création, puisqu'il faut gérer, essayer de conserver une partie du matériel. Il faut gérer le fait de ne pas perdre trop de production. Si on le fait intelligemment, on ne coupe pas complètement la centrale, on le fait par morceaux. Et il faut aussi, on parlera peut-être tout à l'heure, gérer la seconde vie des panneaux qu'on enlève. On va en parler effectivement. Merci à vous déjà pour ce premier tour de parole. On aura des questions après, là je les garde. Je ne les oublie pas parce qu'il y a des questions très, très pratiques mais qui vous concernent, je pense, tous les quatre. Donc je les garde sous la main et on finit le tour de table avec vous, Jean-Baptiste. J'ai perdu mes feuilles, mais on va y arriver. Voilà. Donc Jean-Baptiste Tuste, vous êtes le responsable repowering et revamping de BayWa, je l'ai dit. Voilà, donc vous avez... Non, j'ai perdu mes feuilles, c'est dommage. Tac. Excusez-moi. Donc vous êtes le responsable repowering et revamping, c'est ça, de BayWa, dont le siège est à Paris. BayWa RE comme énergie renouvelable. BayWa développe des projets éoliens ou photovoltaïques qu'elle vend ensuite à des investisseurs ou qu'elle exploite en propre. Donc là, on retrouve cette logique-là. Deux actionnaires, BayWa, une entreprise allemande qui vend notamment du matériel agricole, c'est l'origine même de cette société, il y a un siècle. Et l'autre actionnaire, c'est Énergie Infrastructure Partners, une compagnie suisse d'investissement. Et quant à vous, Jean-Baptiste, vous avez fait vos débuts dans le photovoltaïque en tant que bureau d'études. Et vous êtes arrivé à BayWa en 2018 sur le volet exploitation-maintenance. Et depuis l'an dernier, vous êtes à 100% de votre temps, vous m'avez dit. Donc c'est vraiment une bascule. Là, on parle de bascule alliée chez vous au niveau du temps de travail, de ce que vous faites, sur la seule activité de repowering. Vous m'avez parlé de marché naissant. Comment vous l'avez vu naître à BayWa ce marché? Quels signes concrets? Alors les signes, c'est principalement que l'on est développeur, constructeur et exploitant de parcs solaires. Donc aujourd'hui, on a un parc de 1 gigawatt en exploitation solaire. Et donc ça va être un petit peu mon vivier de travail avec des centrales qui nécessitent des besoins. Et donc les clients, les producteurs ont besoin d'être guidés comme ce qui a été vu auparavant. Sur des besoins, donc des défauts, principalement des défauts composants, ou alors des événements climatiques qui pourraient survenir, tels que la grêle, l'incendie. Et donc dans tous ces cas, en fait, il y a besoin de solutions techniques à apporter pour remettre en état de produire le parc et éventuellement avoir des optimisations. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez retrouvé le plus comme signaux, justement, comme de défauts, si on parle de défauts techniques, qu'est-ce qu'on voit arriver le plus à votre niveau? Alors, c'est principalement des défauts composants qui entraînent des pertes de performance. Donc là, ça vient des panneaux par eux-mêmes.
Après, on peut avoir une perte de disponibilité au niveau des onduleurs. Donc ça, c'est un taux de panne et une dérive sur les onduleurs. Alors qui n'est pas forcément linéaire, c'est-à-dire que ça peut très bien tenir pendant 5 ans, 6 ans. Et après, on a un accroissement des pannes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre on parlait tout à l'heure des chiffres et du suivi des indicateurs, c'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment le suivi d'exploitation. On doit suivre son ratio de performance, son taux de disponibilité, parce que c'est des indicateurs qui vont servir à tirer la sonnette d'alarme sur des éventuelles modifications. Et quand vous parliez tout à l'heure quelle est la solution adaptée? Est-ce que c'est de la maintenance lourde? Est-ce que c'est du repowering? Est-ce que c'est du rétrofit? En fait, c'est tout suivant le diagnostic qui est effectué. Voilà. C'est du propre à chaque cas. Oui, parce que notamment sur les onduleurs, on avait en tête que un onduleur, au bout de 5 ans, on n'est pas du tout à l'abri de devoir le changer. Ça, on n'est pas dans le repowering pour le coup. C'est presque la vie normale d'un parc solaire. Oui, mais en fait, il y a aussi des disparités suivant les centrales. En fait, comment elles ont été réalisées. C'est-à-dire que vous prenez le même modèle d'onduleur, s'il a été installé en plein soleil dans le sud de la France, et si vous l'avez dans un local onduleur qui est tempéré, l'électronique ne va pas vieillir de la même manière. Donc on parle beaucoup des produits. Quand on dit des défauts composants, c'est pas forcément des défauts intrinsèques, ça peut être aussi des défauts de par une utilisation qui n'est pas forcément interdite. C'est-à-dire le manuel du fabricant ne dit pas vous pouvez pas le mettre en extérieur, c'est tout à fait possible, mais il va vieillir plus. Voilà. Et si on se met à la place des gens qui ont une centrale solaire, qu'on soit un agriculteur ou une société patrimoniale, à quel moment je dois me poser la question du repowering? C'est peut-être une question naïve, parce que je comprends bien que c'est complexe, mais est-ce qu'il y a un élément particulier qui ressort où je dois me poser cette question-là? On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est principalement quand on a des premiers défauts. Donc on parlait des défauts d'isolement naissant. Ouais. C'est-à-dire qu'un défaut d'isolement, c'est un défaut de sécurité. C'est-à-dire on a un courant de fuite qui s'évacue à la terre. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un risque pour les intervenants, pour les mainteneurs ou même le propriétaire de la centrale, mais c'est quelque chose qui convient de régler assez rapidement et de ne pas laisser. Alors effectivement, il y a la saisonnalité, on peut se dire tous les étés, finalement là ça va, mais ça Oui. revient. Ça se résolve. L'hiver revient après l'été, Voilà, c'est ça. immanquablement. Ça, c'est sûr. Merci à vous, Jean-Baptiste. On va passer au côté table ouverte et je vais prendre directement vos questions parce qu'il y en a une, évidemment, qui vous concerne tous, en fait, et vraiment tous les 4. C'est justement au niveau des autorisations d'urbanisme. Quels critères doivent conduire à déposer une nouvelle demande de permis de construire? Est-ce que c'est plutôt l'augmentation de puissance? Est-ce que c'est la surface? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une problématique environnementale? Je ne sais pas. Qui c'est qui veut essayer d'y répondre? Alors, je sens effectivement qu'il faut que, que je tente quelque chose. Alors, malheureusement, je ne vais pas avoir de ligne de critères noir ou blanc, là on y est. Et justement, c'est un peu dommage et je pense qu'il va falloir qu'il y ait une instruction ou qu'il y ait un progrès sur ces sujets-là et en tout cas des indications gouvernementales parce que là, pour l'instant, les différentes DDT sont un petit peu chacune font un petit peu leur interprétation. Mais ma première impression, c'est qu'à partir du moment, déjà, si on ne touche pas à l'emprise, si on ne touche pas aux fondations, et si on arrive à finalement essayer de rattacher l'opération de repowering à de la maintenance du type, on change beaucoup de panneaux, mais on ne change que les panneaux, on pourrait tenter de se passer d'une autorisation d'urbanisme. Mais encore une fois, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que là où il y aura une crainte, c'est que tant qu'on n'est pas sûr à 100%, une banque ne prêtera pas. Je pense, ou en tout cas, en conseil de banque, on émettrait des légers doutes sur le fait que ça suffise. Par contre, dès qu'on touche un petit peu plus loin, et je pense que sur des gros repowering au sol, c'est souvent le cas, là, on peut, à mon avis, on ne peut pas forcément s'en passer. Et c'est vrai qu'on voit le paradoxe, c'est qu'on se dit sur un repowering toiture, c'est assez évident qu'il faut aller voir l'administration. Ça paraît contradictoire, au contraire, de se dire que dans l'ambiguïté des textes, pour un repowering au sol, là, on n'a besoin de rien. Il vaut mieux ne pas y aller. Alors que l'impact est beaucoup plus lourd. Donc on voit que les textes sont pour l'instant pas trop appropriés au sujet et qu'il va falloir que ça avance un peu dessus. Je ne sais pas, après vos retours sur... Jean-Baptiste, peut-être sur ce point, votre retour d'expérience, à quel moment vous décidez ou pas d'y aller?
Ouais, le permis. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a pas trop de guides et de jalons. Par contre, ce que l'on a retrouvé souvent, c'est que des fois, ces rétrofits, ces repowering, ils nécessitaient une nouvelle emprise au sol, donc par des nouveaux locaux onduleurs, des nouveaux postes de transformation. Donc là, c'était assez clair qu'il fallait redémarrer tout ce qui était urbanisme et autorisation. Là où c'est moins clair, en fait, c'est quand on a un parc solaire où on a des panneaux qui ont une teinte plutôt bleue et on va les remplacer par d'autres panneaux solaires qui ont la même teinte avec la même emprise. C'est-à-dire quand on veille à avoir les mêmes dispositions. Une apparence similaire. Voilà, Quoi. Si une on reste apparence avec, similaire. avec l'image du Velux, je remplace mon Velux par un autre Velux. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et là, c'est vrai que c'est clairement pas clair. Alors, il y a des cas un petit peu plus épineux, voilà, des parcs avec des technologies de panneaux qui avaient des teintes plutôt mates, plutôt noires. Noir. Et Oui. quand on les remplace, on va plutôt les remplacer par des panneaux actuels qui ont une teinte plus claire. Et au niveau on va dire des aspects entre les cellules, un petit côté plutôt blanc, gris, qui peut induire un changement d'apparence. Et là, une approche prudente est préférable. Et de mettre, Ouais. d'aller déposer un permis. Et sur l'aspect justement environnemental, là aussi ce serait paradoxal parce que l'impact environnemental il est au moment du chantier Et, par rapport au solaire. Hein. et effectivement, sur le sujet permis, après se pose la question de est-ce qu'on refait l'étude d'impact depuis le début. Donc là, ça commence à devenir très lourd pour une opération qui est censée être un petit peu simple, en tout cas une utilisation de foncier facile, bien acceptée. Et c'est vrai que pour l'instant, on voit des cas où ils ont recommencé des études d'impact depuis le début, parce que quelque part, si on pose un nouveau permis pour une nouvelle centrale, Demandé par l'administration ou c'est les gens d'eux-mêmes qui y vont? je pense que c'est soit les gens eux-mêmes qui y vont, soit demandé par l'administration, soit demandé par des banques. Mais sauf que si on pose un nouveau permis et qu'on est sur une centrale qui rentre dans les critères pour lesquels tout nouveau permis est soumis à évaluation environnementale, on tombe dedans. Alors après, il y a des directives récentes, mais qui n'ont pas été clairement transposées sur ce sujet-là, où normalement, pour justement accélérer les procédures, sur des procédures de rééquipement solaire au sol, tant qu'on ne change pas l'emprise et qu'on respecte bien les différentes exigences de l'étude d'impact initiale, on ne devrait pas avoir d'obligation de refaire une étude d'impact. Sauf que souvent, la difficulté qu'on a, c'est que les exigences, les différentes mesures, éviter, réduire, compenser, des études d'impact qui ont été faites il y a 10, 15 ans, on était sur des... Déjà, il y avait tout le temps l'idée qu'on va démanteler au bout de 20 ans, c'est écrit dans l'étude d'impact. Donc, est-ce qu'on peut vraiment respecter ça sans le refaire? Enfin, on a une contradiction. Et ces études d'impact n'étaient pas forcément aussi poussées que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est pas sûr qu'on puisse vraiment s'y appuyer sur ces mesures. Et après, ce que vous disiez sur l'impact et pendant le chantier, c'est que même si on est sur un repowering, au final, tous les sujets dérogation espèces protégées ou voilà, le risque d'atteinte à des espèces, ils s'identifient en cours de chantier, pas en cours d'exploitation sur du solaire. Et donc, cette idée-là doit quand même être gardée en tête parce que même si on considère qu'on essaie de s'inscrire dans les autorisations initiales, on a des nouveaux risques qui vont apparaître au moment du repowering. Alors, il y a des questions d'ordre justement environnemental par rapport à l'aspect recyclage, réemploi, impact écologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement des panneaux récupérés? Et la question notamment, qu'est-ce que vous avez fait des 32 000 panneaux? Alors, il y a Soren. Est-ce que Soren, parce que la personne connaît Soren, donc qui est l'éco-organisme qui récupère ces panneaux, a pu traiter d'un coup 32 000 panneaux? Parce que là, effectivement, on est au début de tout ça. Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. La plus grande partie des panneaux ont été récupérés gratuitement et d'ailleurs c'est très bien organisé par Soren. On a deux autres centrales qui sont constituées exactement de la même manière, sur lesquelles on a, dans les 32 000 panneaux, ceux qui n'étaient pas encore vraiment impactés ou très faiblement impactés, on les a récupérés pour les transférer sur ces deux autres centrales où on avait besoin de panneaux de remplacement. D'accord. En attendant les prochains repowering. Donc voilà, on a un petit peu jonglé entre ce qu'on pouvait encore un peu récupérer. Ça reste quand même, j'imagine, des dizaines de milliers de panneaux. Ouais, non, c'était... Comment l'éco-organisme, on est au démarrage de tout ça, je pense que tout le monde a à peu près en tête la responsabilité élargie du producteur, le fait qu'on paye en tant que producteur déjà par rapport à ça, il y a une taxe qui va ensuite financer tout ça. Mais derrière, ça se met à peine en place, comment ils ont pu gérer concrètement?
Alors c'est vrai que je ne sais pas ce qu'ils en font, comment se passe le recyclage. Je sais juste que la récupération par Soren s'est très bien passée pour nous. Comme je le disais, c'est très bien organisé et c'est quand même plutôt très fonctionnel. Peut-être que Jean-Baptiste aura une meilleure Jean-Baptiste et expérience. peut-être après Antoine, et de qu'est-ce qu'on fait de ces panneaux, parce que la question c'est vraiment est-il possible de réutiliser donc voilà, certains matériaux, je sais pas, certains panneaux, certains matériaux. Voilà. Alors les panneaux non, parce que là on est sur des défauts de sécurité, c'est-à-dire défauts d'isolement, c'est pas concevable de le remettre dans le circuit, enfin, du moins dans les exemples que l'on traite. Après sur le volume et le traitement, donc Soren n'est pas tout seul, ils ont des prestataires, notamment en V2E avec qui on travaille pas mal. Donc eux, ça va être le deuxième maillon de la chaîne. Ils vont récupérer le flux logistique qui est les panneaux. Et vous posez la question des volumes, mais en fait ils réduisent le volume, c'est-à-dire ils vont lever les cadres, ils vont les repalettiser pour diminuer ce volume avant qu'ils soient traités. Parce que bien évidemment, 10 000, 30 000 panneaux, ils n'ont pas des capacités de traitement, donc il convient de lisser un petit peu la charge, voilà, parce qu'on est sur des volumes aujourd'hui trop importants pour la filière. Et donc oui, une fois que les matériaux, voilà, chaque filière est bien identifiée, donc l'aluminium, le cadre, le câble qui part dans sa partie cuivre, et donc après il sépare le verre des matériaux encapsulants et des cellules avec une autre filière qui se crée. Antoine, peut-être un complément? Oui, pour compléter, je pense que la question qu'on peut se poser, c'est et s'il y en a parmi ceux qu'on enlève qui sont encore fonctionnels, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut encore les utiliser? C'est une discussion qu'on a avec Soren. Le point clé, c'est le coût du test, en fait, parce que la valeur d'un panneau ancien par rapport au coût du test, pour savoir si c'est fonctionnel ou pas, aujourd'hui, ça marche pas très bien. Donc là, en fait, ce qu'on explore, par exemple, ce qu'on peut imaginer peut-être dans le futur, c'est des tests par thermographie qui se feraient en amont du démantèlement, qui permettraient de quadriller, en fait, quels sont les panneaux fonctionnels de ceux qui sont dysfonctionnels, pour ensuite faire un tri et préparer finalement des palettes de panneaux prêts à réemploi et d'autres prêts à recycler. Alors, il y avait des questions pratiques auxquelles je souscris aussi, je me l'étais noté. Sur les questions pratiques, effectivement, il y a une question sur est-ce qu'il est possible de changer les panneaux sans changer les structures. Je me suis posé la question sur votre site, mais c'est valable aussi pour vous. Moi, j'y ajouterai directement, on a toutes les sous-questions, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec les câblages, voilà, alors qu'on a des puissances supérieures, donc des tensions aussi qui vont être différentes. Jusqu'où on peut aller aujourd'hui pour conserver le maximum de choses et qu'est-ce qu'on doit remplacer aujourd'hui, enfin, voilà. Dans notre cas, on a pu effectivement réutiliser les structures portantes. On a eu la chance de trouver des panneaux de dimensions identiques encore. Ce qui ne sera pas encore le cas bientôt. Ça va être Non, pour il y a des grands changements dans les dimensions. Mais on a eu cette chance-là de trouver encore 32 000 panneaux de dimensions identiques. Alors, c'est plus les mêmes puissances, mais on a pu faire des ajustements. On a refait une étude, en gros, pour optimiser la production du site. Mais effectivement, notre crainte, c'était de ne pas retrouver les mêmes dimensions. C'était vraiment le critère important. Et grâce à ça, on a pu réutiliser la même structure, les mêmes clamps, même de fixation, les clips de fixation. Câblage aussi Le câblage a été réutilisé de la même manière aussi. Ouais. Quels sont vos retours par rapport à ça, sur qu'est-ce qu'on peut garder au maximum, qu'est-ce qu'on doit remplacer? Nous, sur chaque projet, on fait une étude technique avec tout ce qu'on appelle la documentation as-built, les DOE, où on va investiguer les notes de calcul, les sections de câbles, les longueurs. Et donc, il y a différents cas de figure. C'est-à-dire, soit on a un projet qui a été dimensionné avec des coefficients de sécurité au niveau des calculs électriques, et là, on va pouvoir réutiliser ces câbles. Donc, s'ils sont en bon état, si les valeurs d'isolement sont OK, on peut les réutiliser. Et parfois, il convient de les changer. Donc ça peut être remplacé par de nouveaux câbles. Et après, on peut avoir des remplacements partiels, c'est-à-dire conserver des bons câbles, mais qui ne sont pas en quantité suffisante ou en section suffisante. On va venir remailler la centrale avec de nouveaux câbles pour renforcer, on va dire, l'architecture existante. Et un point important,
c'est que souvent en fait quand on va changer les panneaux photovoltaïques, donc si c'est un changement uniquement des panneaux photovoltaïques, il faut toujours anticiper un éventuel changement des onduleurs. Puisqu'on a des cas où en fait des propriétaires, il y a eu des réclamations auprès des fabricants, ils ont changé les panneaux et 2 ans après ils ont une problématique de dispo sur les onduleurs et ils ont voulu changer les onduleurs, ils se sont aperçus que le champ PV n'était plus compatible aux onduleurs de maintenant. Voilà. Donc obligé de recabler tous les panneaux sur la centrale, c'est pas satisfaisant d'un point de vue économique et technique. Donc autant anticiper, toujours voir la palette complète pour prendre les bonnes décisions. Ouais, c'est ce qui s'est passé chez nous. Donc on a effectivement sur le cas de la centrale, on a dû remplacer aussi les 128 onduleurs de 50 kW. Là aussi, on a trouvé le modèle de même puissance c'était un peu du plug and play, à part la communication qui a été légèrement réadaptée. Mais effectivement, je confirme que ça a été nécessaire aussi de remplacer les onduleurs dans le même temps. Par contre, la question de la taille des panneaux qui a évolué énormément, puisque maintenant on a des gammes de panneaux spécifiques pour les centrales au sol et qu'on ne trouve pas pour les toitures. Ça va être un réel souci, non, dans un avenir proche, dans cette logique de repowering, parce que ça va poser des contraintes financières et techniques non négligeables, non ? Comment est-ce qu'on pourra adapter, bidouiller entre guillemets ? Par rapport aux structures ? Oui. Pas spécialiste là-dedans, mais comme je le perçois, c'est effectivement les panneaux sont peut-être plus grands, mais après je pense que c'est une question de poids au mètre carré, à une unité de surface qui va plutôt rester la même. Donc pour moi, la structure portante pourrait rester identique, mais c'est peut-être des ajustements au niveau des clampes de fixation ou des longerons qui seront plus positionnés aux bons endroits. C'est ça, les charges généralement en kilogrammes par mètre carré sont équivalentes ou sinon moindres. Après, il y a les cas particuliers du bifacial, mais voilà, ça c'est un cas particulier. Après, ça va plutôt être la tenue mécanique des panneaux, c'est-à-dire les porte-à-faux, on va dire le point extérieur du panneau avec sa distance par rapport au dernier clamp. Et donc ça, souvent, on est obligé de réajuster les rails ou de changer les rails. Et donc ça passe toujours par une note de calcul structure et une mission de validation par un bureau de contrôle, mission type LE, qui permet de rassurer ce qu'on évoquait, la banque, etc. Oui. Dans le cas. Alors justement, rassurer la banque, oui. Rassurer l'assureur, ça c'est autre chose. Et je vois une question qui arrive, j'avais posée, donc je la reprends direct. N'y aurait-il pas un problème de responsabilité à réutiliser des structures garanties pour 20 ans sur 10 à 15 ans de plus ? Et on pourrait rajouter cette histoire, effectivement, onduleur, panneaux, etc. Donc de responsabilité, je te renvoie la balle, c'est pas moi, c'est toi. Est-ce qu'on va pas se faire plus de contentieux quelque part avec du repowering où il y a une dilution un peu éventuellement des responsabilités sur des défaillances ? Bon, après, je peut-être pas se faire peur, je me fais l'avocat du diable. Pour moi, il y a la question des garanties. On repart sur du matériel neuf, donc on repart avec des garanties originales des panneaux, des onduleurs. Et ensuite, concernant les assurances, elles se basent généralement sur 2 critères. La valeur de la centrale, donc qui à mon avis, augmente. Oui. Et généralement, c'est le critère, la perte d'exploitation annuelle qu'il pourrait y avoir. Donc là aussi, s'il y a un repowering, on attend plus de production dans l'année. Donc effectivement, ça remonte un peu ces deux critères au niveau de l'assurance. Risque de contentieux ou pas ? Non, après je me posais la question plus sous l'angle, mais c'est peut-être un sujet un peu différent, mais sous l'angle tenter d'obtenir un nouveau tarif ou candidater à un nouvel AO creux sur justement quand on fait du repowering qui permet de garder la puissance initiale sur une partie du terrain et de dégager une nouvelle partie pour justement avoir un nouveau parc qui pourrait candidater. Là, dans les appels d'offres, il y a toujours une exigence de nouveauté de l'installation. Et pour respecter cette exigence de nouveauté de l'installation, ça n'empêche pas le repowering, mais par contre, ça demande que tous les équipements qui sont réutilisés respectent et une garantie, en tout cas de bon fonctionnement, qui couvre la durée du contrat d'achat. Donc j'imagine, mais je ne sais pas exactement si
ça s'applique sur les structures, mais c'est qu'il y a quand même l'idée que tout ce qu'on réutilise, si on veut pouvoir repartir sur un nouvel appel d'offres avec ça, il va falloir qu'on ait une remise à niveau, en tout cas, et de nouvelles garanties, de nouvelles assurances qui couvrent. On ne va pas forcément pouvoir s'appuyer sur les assurances qui couvraient la durée initiale, en tout cas, de vie. Donc il va y avoir des nouveaux sujets comme ça assurantiels qui vont se soulever aussi dans cette optique de sécuriser un nouveau tarif. Je vous garde encore avec le micro. La question du bail. Est-ce qu'on repart pour un tour? Est-ce qu'on refait signer quelque chose? Ça dépend à quel moment est-ce qu'on se situe et quelles sont les perspectives de la durée. Donc si vous aviez par exemple un bail sur 30 ans avec l'idée au moins que ça couvre 20 ans de contrat, de complément de rémunération plus 10 ans derrière, à quel moment vous faites le repowering? Si jamais c'est un repowering pour garder une puissance identique avec une perspective, parce que tout est couvert par l'assurance, vous remettez les mêmes panneaux et une perspective finalement d'amortissement qui revient à l'amortissement initial des investissements, il n'y a pas forcément de nécessité de prolonger. Après, l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez un matériel neuf qui va pouvoir repartir sur 20 ou 30 ans, ou si vous voulez un nouvel appel d'offres de la Creux avec un nouveau tarif, il va de toute façon falloir avoir un bail qui couvre la durée que vous escomptez pour l'amortissement de votre installation. Et donc là, si vous êtes en fin de bail ou s'il reste 10 ans de bail, la question va se poser, est-ce qu'on le fait pour 10 ans si jamais le bailleur ne veut pas renouveler? Et ça pose par contre une question un peu différente sur le foncier public. Moi, j'aime bien ramener à mes sujets de droit public, mais si on est sur un repowering, sur un foncier, sur le domaine public, il pourrait y avoir une nécessité de remise en concurrence ou quelque part, ça sera un nouveau développeur qui pourrait emporter le repowering de la centrale existante parce qu'on n'aurait pas de prolongation automatique ou même pas de prolongation autorisée du bail au-delà de la durée d'amortissement des installations initiales. Ça va amener vraiment des nouveaux sujets, on le sent, quoi. Voilà. Alors il y avait une question, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation, des analyses montrent une baisse de la qualité de certains modules photovoltaïques produits ces dernières années en raison de la pression sur les coûts. Quel impact sur le repowering et par rapport au pic d'activité que ça peut générer? Donc je sous-entends, voilà, si les panneaux sont de moins bonne qualité, je ne sais pas si c'est ça que vous constatez dans votre quotidien, est-ce qu'on ne va pas avoir du repowering qui va accélérer? La vague repowering ne va-t-elle pas être encore plus forte? Nous, ce qu'on conseille à nos clients, et c'est notre objectif, c'est vraiment de maximiser les performances des centrales, de limiter les dégradations. Donc on va vraiment plutôt conseiller des matériaux haut de gamme, donc des panneaux qui durent plus longtemps, qui se dégradent moins vite. Je peux comprendre qu'il y ait dans certains environnements et aussi pour des raisons de financement des projets, une tentation d'aller vers des coûts plus faibles. Mais je pense que quand on en arrive dans la situation où on voit que la centrale s'est dégradée tellement plus vite que prévu, on est aussi dans je pense, la réalisation qu'il faut investir pour la durée, faire des choix conscients de la qualité. Donc moi, je suis optimiste et je crois plutôt que voilà, des centrales qui se seraient dégradées trop vite vont nous montrer qu'il faut au contraire choisir des produits de qualité. Dans notre cas, oui, effectivement, la couche à l'arrière des panneaux était constituée d'un matériau un peu innovant qui n'a pas fait forcément l'affaire. Et donc, c'est pas forcément quelque chose à quoi on était attentif avant. Mais je pense qu'effectivement, c'est un critère important de regarder de quoi sont constitués les panneaux et de ne pas hésiter non plus à faire ces analyses en amont pour... dans notre cas, maintenant, on connaît ce potentiel défaut d'isolement qu'il peut y avoir en raison d'une face arrière qui n'est pas suffisamment hermétique. Mais voilà, la caractérisation des panneaux, aujourd'hui, elle peut être très complète et il ne faut pas hésiter, je pense, à les faire. Je suis un peu prudent avec ce type d'affirmation parce qu'en fait, étant un peu
historique dans le PV. On a suivi le polycristallin, le monocristallin, le monoperc, le topcon, etc. Toutes les technos. Et on change de techno assez rapidement. Il n'y a pas forcément d'analyses qui sont faites derrière. Donc effectivement, ça c'est des choses que l'on entend sur des, on va dire, plutôt côté laboratoire et pas forcément sur des tests grande échelle. Donc oui, les bons principes, c'est d'aller voir des fabricants qui étaient présents il y a 10 ans et qui sont toujours présents, qui sont dans le top 3, top 5 au niveau qualité des panneaux. Voilà, pas partir sur des hypothèses un petit peu exotiques de design. Ou risqué en tout cas. Question de fond qui est posée là. La personne dit, on parle de réduction des objectifs sur le photovoltaïque. Bon, c'est effectivement, même si le Premier ministre a dit non, on va continuer, effectivement, voilà, on entend des choses par rapport aussi au prix négatif, le photovoltaïque, il y en aura peut-être trop, à certains moments de la journée, il y a trop de production, etc. Et il dit finalement, le repowering des parcs photovoltaïques au sol existants pourrait-il suffire à atteindre ces objectifs? Donc sous-entend, pas besoin d'en faire des nouveaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le gouvernement pourrait-il favoriser des tarifs spécifiques pour le repowering? Je ne sais pas si ça se justifie de votre point de vue par rapport à des notions de surcoût que ça pourrait susciter, justement les adaptations, des choses comme ça. Voilà, et pose la question, est-ce que les syndicats travaillent le sujet? Donc là, les syndicats, ils ne sont pas là, ils sont pas représentés, mais bon, vous en êtes aussi des membres. Je ne sais pas si vous avez des informations par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là, donc sur la place du repowering par rapport au fait de couvrir les objectifs? Alors, j'ai pas forcément de réponse à la question. Par contre, un élément que l'on retrouve beaucoup, c'est que c'est des centrales de grande puissance que l'on rétrofit, des parcs au sol. Et il faut imaginer qu'il n'y avait pas la technologie de régulation de la puissance que l'on peut avoir maintenant. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on est des centrales, on envoie une consigne, on a des prix négatifs, on est capable d'arrêter le parc à distance en quelques secondes. C'est des choses que l'on n'avait pas sur les parcs de 2010. Donc, quand on fait un repowering ou un rétrofit, on va chercher à avoir cette fonctionnalité-là, quitte à rajouter une ligne voilà, au client en mettant cette fonction de contrôle commande. Et là aussi, c'est pour anticiper les éventuels besoins. C'est-à-dire, on a beaucoup de sollicitations maintenant des opérateurs réseau qui nous disent voilà, votre centrale, elle n'a pas la fonctionnalité de régulation, il faut qu'elle l'ait. Et donc là, à ce moment-là, on profite du repowering pour avoir cette fonctionnalité-là. Voilà. Et du coup, pardon, Antoine. Moi, je dirais que si on doit nous aider d'une certaine manière avec une réglementation spécifique au repowering, je pense qu'il faudrait le faire via le stockage. En fait, on a été très accompagné en tant que filière avec des tarifs garantis à une époque où le solaire n'était pas compétitif. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le solaire, c'est l'énergie la moins chère, enfin l'électricité la moins chère à produire. En revanche, il y a toujours ce problème d'intermittence, de décalage par rapport aux besoins. Hein, voilà. Effectivement. Et je pense qu'on a une vraie opportunité avec le repowering, via le stockage, notamment sur la partie nouvelle centrale, de dire si vous nous aidez, parce que le stockage est encore un peu cher, et on sait qu'il va baisser, donc c'est une phase de transition dans laquelle il faut s'accompagner. Vous lisez dans mes pensées, c'était ma sous-question par rapport à ça, c'est effectivement, est-ce que le repowering aujourd'hui, c'est je prends ma centrale de 2010, je mets des panneaux actuels, une régulation, etc., quelque chose de plus puissant, et je mets du stockage. Pas encore, parce que c'est trop cher, c'est ça? En fait, je pense qu'il faut mettre du stockage sur la partie nouvelle centrale, parce que ça permet de réduire, ou peut-être même d'enlever le problème du raccordement supplémentaire, et de réguler aussi le moment de production d'électricité. Donc je pense que s'il fallait pousser pour un accompagnement spécifique au repowering, ce serait celui-là, plus que à nouveau des tarifs d'achat, que je pense de toute façon auquel je pense que tout le monde se projette déjà dans le post-tarif d'achat. Merci à vous. Il nous reste 5 minutes peut-être pour avoir des questions, un jeu de questions-réponses au micro. Donc soit il y a l'hôtesse qui est par là avec un micro, soit c'est moi qui viens avec un micro à la main. Vous l'amenez. Vous pouvez, ouais. Donc il y a un micro qui est au fond là-bas. Donc
Voilà, ne soyez pas timide, c'est toujours la première personne qui parle. Voilà, il y a une question par là-bas, juste ici, là-bas, monsieur qui est là-bas, vous vous présentez là-bas. Bonjour à tous. Merci pour cette conférence très intéressante. Deux questions. Donc, je suis Patrice Caillère de APEM Énergie. Première question pour l'urbanisme. Si on réduit la surface occupée par le solaire, est-ce qu'on a une déclaration particulière à faire du fait de l'augmentation de puissance? Vous disiez moins 30%, moins 35% de surface. A-t-on une déclaration? Et la seconde question, c'est le coût du démontage. Est-ce que c'est quelque chose de très important? Alors peut-être pour la première question, sur le sujet, si on est en toiture, on devrait quand même rentrer sur une déclaration préalable parce qu'au final, on change l'emprise, on change l'aspect extérieur du bâtiment, donc on va forcément y être soumis. Et par contre, au sol, on revient un petit peu sur les mêmes sujets qu'initialement. Les textes ne sont pas clairs, on pourrait y voir entre les lignes qu'on n'aurait pas forcément besoin de permis de construire. Mais on conseille de quand même aller voir. Même si là, pour le coup, pour tout ce qui est étude des aspects environnementaux, on aurait vraiment une réduction des impacts. Donc normalement, le sujet ne devrait pas soulever de difficultés majeures. Mais je ne pourrais pas garantir qu'on peut se passer d'autorisation juste parce qu'on change l'emprise. Et il y a un sujet aussi pour garder le tarif sur des changements d'emprise. Vis-à-vis de si jamais c'est des projets sous à eau creux, il faut quand même demander l'accord au ministre de l'Énergie dans le cas des cahiers des charges. Donc il peut y avoir des contraintes complémentaires aussi. Sur la question technique, pratique, Oui, sur le coût de dépôt, c'est ça. Le coût de dépôt, il est non négligeable. Et c'est vrai qu'on a certains clients qui nous disent voilà, on a fait nos ratios avec les ratios de la pose. Ils ont vraiment tous ces éléments en tête. Mais on leur dit mais n'oubliez pas qu'il y a la partie dépose et qui est loin d'être négligeable, puisqu'en fait, on a l'efficience des panneaux ayant augmenté. On a toujours plus de panneaux à démonter qu'à installer. Voilà, et parfois, ça peut être 2 fois plus suivant les technologies. Et pour que ça soit repris par Soren, il faut les mettre en palette, les cercler, les filmer, parce qu'il faut quand même les transporter. Donc il y a cette partie-là, le coût d'une palette, le temps de cerclage, etc., qui est vraiment impactant. et ça, il faut le compter Oui. en soi, il y a un business plan à faire sur le repowering comme sur on a. Et cette ligne-là, dépose, elle est très Ah importante. oui, c'est la première ligne Première ligne. des devis. Ouais. Ok. Il y avait une question sur tac tac tac. Le volet biodiversité, on a un peu parlé. Est-ce qu'il y a une actualisation du volet naturel de l'étude d'impact? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Donc peut-être dans vos expériences sur les centrales ou de ce que vous en avez vu dans les études d'impact, qu'est-ce qui a dû être repris? Euh, Alors, si on considère qu'on pose la version prudente, on pose un nouveau permis de construire, on refait tout depuis le début, étude d'impact, enquête publique, dans ces cas-là, on refait une étude d'impact, mais qui serait normalement quand même plus limitée, ou en tout cas limitée aux impacts complémentaires en fait, liés à la modification de la centrale. Donc, ça serait lié au chantier, et si on a une augmentation d'emprise, sur cette augmentation d'emprise, quel est son impact, mais pas forcément de tout recommencer sur ce qui a déjà été autorisé. Ça, c'est un petit peu en théorie, parce qu'au final, en pratique, on sait que même si ça a été autorisé il y a 15 ans, que l'étude d'impact a été faite à ce moment-là, la biodiversité, l'aspect environnemental va changer aussi, parce que, et tant mieux, c'est que la nature s'est réimplantée sur le site, le site voilà, on n'est plus sur un chantier, il a évolué depuis. Et donc, il y a certains, je sais qu'on avait fait une table ronde un peu sur le même sujet avec plutôt des bureaux d'études, des bureaux d'études environnementaux, qui eux étaient quand même un petit peu plus mesurés que moi là-dessus, et qui estimaient qu'il fallait refaire le travail. Mais il y a quand même une volonté d'accélération des procédures, une volonté dans les textes d'essayer de limiter ce sujet-là. Donc, c'est sur un point encore un peu de tension. On verra comment ça évolue. Question, alors on dévie un peu de la centrale au sol, mais peut-être pour ouvrir un peu, et on est juste on est à 16h29, donc on est vraiment sur la fin. Parce que derrière chaque professionnel, derrière chaque
représentants de collectivités intéressés sur les centrales au sol, se cache un particulier. Et il y a une question sur est-ce que pour un particulier, ce genre de problème peut également survenir dans les mêmes proportions, les mêmes délais. Et selon vous, tous les combien de temps ça peut se produire? Et moi j'allais dire surtout, qui peut répondre aujourd'hui à un particulier sur une action de repowering? Ça paraît pas évident ça. Je pense que la survenance du problème, elle est la même sur des centrales résidentielles que sur des centrales professionnelles. En revanche, il y a un coût de gestion du projet qui est important et qui fait que typiquement nous, on ne répond pas à ce genre de demande parce que rien que sur la partie administrative de gestion de la relation avec EDF sur la partie urbanisme, en fait, le coût du projet... Ramené aux 3 kW. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas parler pour les installateurs de centrales résidentielles, mais voilà, je pense qu'il y a une problématique de coût, de gestion du projet par rapport à la taille de la centrale qui n'est pas évidente à résoudre. Ce sera notre sujet. Donc une question micro, allez-y. Alors on ne vous entend pas, peut-être vous avez éteint le micro. Normalement il était ouvert. Allez-y. Allô? Ah oui, vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour le dépassement de délai. Donc je vais essayer d'aller vite. Moi j'ai un cas d'école, je pense, concret. Donc Bélectrique, Guillaume Oriola. Donc j'ai une centrale dont on fait la maintenance qui a été endommagée par un incendie cet été, centrale au sol. Une centrale de 2014, donc installée avec des modules en couche mince en 90 watts. Voilà. Donc voilà un peu pour le sujet. Donc on doit remplacer les modules et donc de ce qu'on a pensé, c'est de mettre des modules cadrés, sûrement 500 watts, 600 watts, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous ça va entraîner une modification paysagère puisque là les tables ne seront pas complètement installées puisque les modules sont plus puissants et on a évoqué ces sujets. Et puis par ailleurs, vous l'avez dit aussi, ils ne seront pas de la même couleur. Changement d'apparence. Donc j'ai vraiment une modification. Alors je suis dans un incendie qui est prévu par des cas où on a le droit de changer les modules, mais j'ai l'impression de passer aussi dans un changement visuel de ma centrale. Donc voilà, je me demande si j'ai besoin d'une autorisation d'urbanisme, un petit peu ces procédures qui sont nouvelles pour moi en tout cas. Vous avez partiellement répondu à certains moments, mais voilà, je vous remets la question sur la table. Et alors, un petit conseil gratuit. Non, c'est que du coup, je suis un petit peu déçue de toujours devoir répondre avec des doutes parce que j'aimerais beaucoup répondre avec des certitudes là-dessus. Mais effectivement, à partir du moment où vous modifiez peut-être une partie des structures, des tables sur lesquelles s'implanter, que peut-être que l'emprise va légèrement bouger, qu'il y a en tout cas l'aspect extérieur, moi, je conseillerais de demander, de pas forcément déposer directement un permis, mais en tout cas, parce que ça peut être très compliqué et long, mais en tout cas de prendre contact avec la DDT et de tenter de voir est-ce que ça peut continuer sans nouvelle autorisation. Et on voit des cas où ça arrive, parce que même par exemple sur des candidatures à des AO Creux, on voit que parfois la Creux peut admettre des projets où normalement il faut toujours donner le permis de construire, et ils admettent que le permis de construire obtenu il y a 10 ans en fait suffit parce qu'il y a un courrier de la DDT qui a dit on n'a rien besoin de plus, on reste à l'identique, pas de nouvelle autorisation. Mais on est vraiment sur un cas par cas, donc, et comme avec l'administration on préfère quand même, il vaut mieux prévenir, un dialogue avec la DDT, quitte à les convaincre qu'il n'y en a pas besoin, mais en tout cas pas forcément s'en passer. Merci à vous quatre, merci pour vos questions, votre écoute. Bonne fin de salon et personnellement je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. À bientôt.